J'aurais une autre question à poser plus tard, mais Je vous invite à parler très fort oui. pour que... J'aurais une autre question à poser plus tard, qui à mon avis aura son intérêt. Mais vous avez parlé au départ que des erreurs avaient été commises au moment de la création de l'euro et que ces erreurs, vous ne pouvez pas les prévoir. J'entrevois une de ces erreurs, mais y en a-t-il d'autres? Et dans ce cas, qu'aurait-il fallu faire à la place de ces erreurs? La solution correcte aurait été de... on revient à cette histoire de circularité. Vous voyez que c'est important la circularité. Je n'ai pas dit ça uniquement pour vous embêter. La circularité est normalement interdite. Jusque-là, ça va. Elle est autorisée cependant dans un cas précis quand il y a une banque centrale qui est munie du privilège légal que ces états vus ne peuvent pas être refusés en paiement. Il est évident que c'est l'accommodement maximal. Vous ne pouvez pas avoir deux acteurs qui aient ce privilège. Ni trois, ni cinq. Pour que ça marche, il faut quand même que ce privilège soit un monopole. Or, la façon dont l'euro a été construite fait que plusieurs banques centrales ont conservé le privilège. Et ça donnait lieu à la possibilité de blocage circulaire. Où vous ayez deux banques centrales qui se payaient, un peu comme si moi j'avais truandé avec mon ami dans l'histoire du petit... Vous connaissez l'histoire du petit village breton? Je ne l'ai pas raconté. Dommage. Donc je vais faire autrement. Un peu comme si moi, quand je présente ce certificat avec 50 livres, et qu'en face de moi, quelqu'un me présente aussi des certificats qu'il signe, si on est deux à avoir le pouvoir de circularité, en fait, on ne se paye jamais, on ne peut pas. Le système devient indéterminé. C'est pas bon qu'un système comptable devienne indéterminé. Donc la faute était de conférer le privilège de l'émission d'une monnaie qui soit legal tender à plus de 1. Alors, quand ça s'est passé, c'était à Bâle en 1997 à peu près. C'était essentiellement les experts français et les experts allemands qui travaillaient. Les autres étaient là pour approuver. Donc les experts allemands avaient défendu le système qui est celui qui a été finalement adopté, avec le défaut dont je parle, tandis que les experts français avaient défendu le système qui aurait été correct d'un point de vue technique et qui aurait rendu l'euro beaucoup plus difficile à casser. Ce système était évidemment celui où seule la Banque Centrale Européenne aurait eu le privilège qui était auparavant celui de la Banque de France et de la Bundesbank. À ce moment-là, il aurait fallu faire des trucs spéciaux sur lesquels je n'entre pas au moment de la conversion. Mais si la BCE était restée seule avec ce pouvoir, eh bien, la faille logique n'aurait pas existé. Donc on a vraiment de la chance que c'est la solution allemande qui l'a emporté. Mais c'est pas entièrement de la chance. Les Allemands l'ont fait parce qu'ils voulaient se garder une porte de sortie. Et les Français n'ont pas vu. De sorte que leur beau projet d'euro, quelqu'un a mis un verre dans le fruit. Et quand ils s'en sont rendus compte, c'est-à-dire maintenant, il était trop tard. Voilà. Qui peut modifier le système Target 2 et comment? Alors en fait, les gens qui préconisent la modification du système Target 2 sont des Allemands, et ils ne la préconisent en réalité que pour la seule Allemagne. Ils s'en foutent que ça soit modifié ou pas modifié entre la France et l'Italie. Donc ce qu'ils veulent, c'est que ce soit la Bundesbank elle-même, ou plutôt le gouvernement allemand lui-même, qui exige que la Bundesbank prenne exige de prendre des nantissements quand elle reçoit un virement Target. Mais certains vont jusqu'à envisager effectivement un nouveau système informatique qui remplacerait au moins pour le cas de l'Allemagne le Target 2 et il l'appelle Target 3. Donc si dans la presse vous lisez des choses qui sont écrites en allemand et que c'est marqué Target 3, c'est de ça qu'il est question. Et ce système Target 3 serait comme le Target 2, sauf qu'il gérerait la prise en pension des gages que vous devez donner pour que le transfert Target ait lieu. Les gages qui seront vraisemblablement non pas le stock d'or comme on le pense souvent, mais des titres. Le stock d'or, c'est pas une solution parce que, regardez, même l'Italie, elle a un stock d'or qui vaut dans les 90 milliards, c'est pas avec ça que vous allez couvrir 650 milliards.
Donc, ceux qui pourraient le faire, ce seraient en fait les pouvoirs publics allemands à l'intérieur de l'Allemagne. Oui. Et ça ne nécessiterait pas une renégociation des traités, par exemple? Il faudrait le faire de manière probablement... Non, non. Je pense que les traités n'ont pas cette granularité de précision. Mais bien entendu, les gens qui voudraient la survie de l'euro argumenteraient ce que vous venez de dire. Après, ce serait une bataille de juristes. Mais quand c'est vraiment nécessaire, l'Allemagne est encore souveraine, quoi. Elle fait un peu ce qu'elle veut. Et le monsieur derrière. Oui, en fait, est-ce que vous pourriez préciser une chose, et puis après j'aurai une petite remarque. La première chose, c'est si l'Italie sort du système, elle se retrouve avec une grosse dette de 650 milliards. C'est la Banque centrale d'Italie qui se retrouve. Oui, effectivement. Donc dans ce cas, il y aura négociation, parce que de toute façon, ces 650 milliards Bien sûr. ne sont pas trouvables. Si par contre la Hollande sort. Et normalement, Baudet a raison, et on devrait lui donner 100 milliards. Mais qui donne 600 milliards? La BCE. Pardon? La BCE. La BCE. C'est le cas symétrique. De même que la BCE réclame 650 à l'Italie, de même la Hollande réclame 100 à la BCE. Et ensuite, la remarque, c'est qu'il m'avait semblé qu'en Italie, on parlait de mettre des nouvelles monnaies. Oui, alors c'est un plan différent. Il se peut que les Italiens aient en secret l'intention pernicieuse et perverse de sortir de l'euro, mais il y a à côté de ça un plan différent qui s'appelle les mini-bots. C'est ça? Alors les mini-bots, c'est autre chose. C'est également la voie ouverte vers une sortie de l'euro, mais elle n'est pas immédiate. C'est un petit peu joué sur la différence. Je vous ai dit tout à l'heure que les billets, c'était des créances sur la Banque centrale, mais qu'en France, du moins, les pièces, non. Vous vous rappelez? Mais en fait, c'est quand même intéressant d'avoir des créances sur le Trésor et pas sur la Banque centrale nationale, parce que même si légalement, ça n'a pas pour légal et forcé, tout le monde fait confiance à une créance sur le Trésor. Ça se comprend. Ne serait-ce que parce que tout le monde a besoin de payer des impôts. Et si vous avez une créance sur le Trésor, vous pouvez payer vos impôts avec une créance sur le Trésor. Il ne peut pas la refuser, puisque c'est lui qui est en dette. Donc, cette idée veut dire qu'il existe une possibilité, sans enfreindre les interdictions qui confèrent à la BCE, à l'eurosystème, le privilège de l'émission de monnaie centrale, de faire une monnaie qui ait le même effet qu'une monnaie centrale. Et ça, c'est une idée vraiment très italienne. C'est-à-dire, la frontière de la loi passe exactement là, et je peux être un petit peu en dessous, si, au lieu de faire émettre de la monnaie centrale par ma banque centrale, ce qui est interdit, je fais émettre de la monnaie pas centrale par mon trésor. Mais ça aura le même effet, non? Ça sera exactement la même chose que pièces et billets. C'est-à-dire que les gens... je ne veux pas dire par là que les mini-bots seront en métal et sous la forme de petits disques, mais c'est la même différence au sens où les pièces sont des créances sur le trésor et les billets sont des créances sur la banque centrale, et seuls les seconds sont monnaie centrale, avec pouvoir légal. Mais quelque chose qui serait sur le trésor aurait déjà une acceptance tellement grande qu'il n'a pas besoin d'avoir de la monnaie, d'être de la monnaie centrale. C'est très astucieux, très vil. Oui. Pour rebondir sur cette histoire d'Italie et de nouvelle monnaie, à partir de comment l'Italie pourrait-elle créer une nouvelle monnaie alors qu'elle part au départ avec une dette aussi gigantesque qu'il faudra honorer? Elle risque d'avoir une monnaie tellement fragilisée dès le début que... Non, rappelez-vous, c'est une créance sur le trésor. Donc déjà, au départ, c'est pas une monnaie. Ça va être appelé à devenir une monnaie, ça c'est vrai. Mais à ce moment-là, l'institut d'émission qui émettra cette nouvelle monnaie, ce ne sera pas la Banque d'Italie, ce sera un autre truc. C'est-à-dire que le privilège légal qui est conféré, donc je vous ai rabattu les oreilles pendant 2h30, qui est conféré aujourd'hui à la Banque centrale d'Italie, sera conféré à quelque chose d'autre, qui sera au départ en tout cas indépendant du Trésor. Et la pauvre Banque d'Italie, oui, elle sera faillie, mais ça ne sera plus de facto la Banque centrale de... Oui. Oui. Moi, je voulais quand même faire le lien, comprendre comment ça s'articule avec un certain nombre de prises de positionnement politique, sans spécialement faire de polémique, mais dans la mesure où votre avis d'expert est assez clair sur le démantèlement progressif de l'euro par une espèce d'astuce du fait de l'Allemagne. Si ça a été plus ou moins intégré, je veux dire, comme perspective, notamment par votre parti,
quel devient l'intérêt de proposer que la France, à l'élection présidentielle, élise quelqu'un qui, par l'article 50... Et l'intérêt est... D'ailleurs, on en avait fait un argument pour la présidentielle, mais on n'a pas été entendu. L'intérêt, c'est que si on sort avant l'Italie, on va pas... Enfin, la pauvre Banque de France n'aura pas à payer sa quote-part de 100 milliards. C'est déjà intéressant, ça. Vous savez que si l'Italie sort, alors que la France y est encore, je l'ai expliqué quelque part, et le Handelsblatt l'a recalculé, alors la Banque de France se prend sur le coin du museau une obligation de payer 100 milliards, et même plus maintenant. Donc c'est quand même intéressant si on peut éviter ça. Je veux dire, ils se disputent toujours en disant oui, mais le coût d'un porte-avions c'est 4 milliards, ou bien c'est 6 milliards, ou bien c'est 7 milliards. Ça n'a aucune importance quand vous êtes menacé d'un risque de 100 milliards. Enfin, soyez raisonnable. Hein? Il faut avoir ce qu'on appelle le sens des priorités. Et par conséquent, ça devrait déjà, rien que pour ça, être une priorité de sortir de l'euro. Mais ensuite, il y a le fait que plus vite vous, bon, bien sûr, plus vite vous sortez, moins vous payez, moins vous participez aux pertes occasionnées par les autres, mais il y a aussi le fait que le plus tôt est aussi le plus sûr. C'est-à-dire que si vous avez la possibilité de sortir après-demain, il faut le faire, il ne faut pas attendre, faut pas dire oui, mais l'euro va automatiquement exploser, donc je vais rester jusque-là et puis regarder les décombres. Il faut dès à présent essayer de gagner du temps et essayer d'instaurer une nouvelle monnaie nationale. C'est ça qui est raisonnable. Vous n'attendez pas que... Paradoxalement, ce que vous proposez non plus, aussi, c'est pas un désamorçage au départ insensible, comme ce que ferait l'Allemagne selon vos prévisions. C'est quelque chose de beaucoup plus annoncé, oui. Même, je veux dire, face à la population, face bien aux sûr. électeurs. Et ça... Oui, mais moi je pense pas que la France devrait faire le plan de sortie furtive d'abord parce que c'est l'Allemagne qui est le gros créancier target, donc c'est eux qui peuvent imposer la chose en force. Donc, si la Banque de France dit, moi, voilà, je décide qu'il me faut du collatéral, sinon je ne fais pas les targets, eh bien, l'effet sera moindre. D'autant plus qu'elle est target débitrice. Oui, donc c'est pas un truc qu'on pourrait faire, mais en plus, oui, j'aime pas l'idée. Je trouve qu'il faut y aller, franchement. Mais là, vous me faites parler, et normalement, cette conférence doit éviter les prises de position politique. Alors, très brièvement, la position politique du parti en France que je représente est qu'il faut faire vite, bien et sûr, ne pas traîner, et reconstruire, parce qu'il s'agit bien de ça en fait, une reconstruction, le plus tôt possible. C'est-à-dire ne pas attendre... Oui. Mais en fait, justement, si on me permet d'enchaîner, j'ai un peu l'impression, avec l'idée que les Allemands ont pris conscience pour organiser une sortie furtive, que les Italiens soient imaginatifs pour voir comment sortir de l'euro sans que ça me coûte trop cher. Oui. Que l'UPR envisage la sortie, la triple sortie en plus. Et Baudet aussi. Ouais. Baudet envisage des choses. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans une course contre la montre là, peut-être? Si. On est dans une course contre la montre, effectivement. Et on l'a perdu en fait lorsque l'élection présidentielle de 2017 a été gagnée par Macron. Ben, oui. Dans l'hypothèse où rien ne serait fait au niveau politique, est-ce qu'on s'acheminerait vers une liquidation des targets qui serait très progressive? Combien de temps est-ce que c'est... Oui, ça prendrait énormément de temps. Progressif, je veux bien, mais vu les sommes en jeu... 10 ans, 20 ans? Non, oui, plutôt 100 ans. L'Allemagne, justement, vous avez dit, la sortie furtive allemande, oui. Ça peut aller très vite, mais ça veut dire quoi très vite? Parce que malgré tout... si, ça peut aller très vite. L'euro cesserait de facto d'exister en quelques jours. Ou quelques semaines, le temps que la Banque centrale d'Espagne ne trouve pas de collatéral. Bon. Ça serait de facto. Mais rappelez-vous que j'ai aussi dit que le grand public n'en serait pas immédiatement informé. La profession financière le serait. Ça se verra assez vite. Non, ça dépend du pouvoir de propagande qu'ont les médias dans le pays, qui peut être très élevé. Moi, je m'attends à voir TF1 expliquer, des mois après que l'euro cessé d'exister, à expliquer au public que l'euro est toujours là. Oui, c'est possible, mais au niveau économique, ça ne va pas avoir des conséquences. Ah oui, bien sûr, au niveau des économiques, mais à ce moment-là, vous ferez appel à des experts économiques qui expliqueront ces conséquences par d'autres causes. Voilà tout. Je trouve que vous vous noyez dans un verre d'eau. Oui. Et la solution ne serait pas alors, d'un point de vue européiste,
de réadopter la solution française? C'est très bien comme question, j'aime beaucoup. Il est trop tard. Il est trop tard parce que maintenant les targets sont là. Et ça marchait au départ, quoi. Mais là, pour le coup, vous devriez avoir une liquidation immédiate des targets si vous faisiez ça. Sauf si on supprime toutes les banques nationales. Non. Il y aura de toute façon quelqu'un qui reprendra la dette à ça. Vous pouvez pas, vous pouvez pas faire. Enfin, c'est pas en supprimant le débiteur que vous supprimez la dette. Ça marche avec les créanciers. C'est-à-dire que si Philippe le Bel détruit l'ordre du Temple, alors le créancier ordre du Temple est détruit, et la créance que l'ordre du Temple avait sur le trésor royal est détruite aussi. Mais ça marche pas dans l'autre sens. Si l'ordre du Temple avait détruit son débiteur, le roi Philippe le Bel, il y a toujours eu quelqu'un qui aurait dû la même somme. D'ailleurs, probablement, l'ordre du Temple aurait hésité à détruire son débiteur Philippe le Bel. Oui. Est-ce que le traité franco-allemand avec Saint-Chapelle, ça a un lien avec tout ce qui se passe au niveau de l'euro? Non. Ça a un lien avec d'autres choses qui inquiètent aussi ce parti pour lequel je travaille en France, mais c'est tout à fait en dehors du cadre de la conférence d'aujourd'hui. Voilà. Oui. Et la deuxième question plus technique, est-ce que l'Italie veut le faire par rapport au trésor? Est-ce que ça ressort parce que Varoufakis voulait faire en Grèce? Quoi? Est-ce que l'Italie veut le faire avec le trésor par rapport à la nouvelle monnaie? Oui. Est-ce que ça a un lien avec ce que Varoufakis? Oui, seulement au niveau de l'idée générale. Mais je crois que le truc de Varoufakis impliquait, si vous voulez, la création d'un système informatique, ce que n'implique absolument pas l'idée dans sa généralité toute nue. Et donc, je pense qu'il s'est emmêlé soit qu'il s'est emmêlé les pédales, les pieds, enfin pris les... Bref, ce que je suis en train de faire en ce moment, soit que son intention n'était pas réelle. L'un des deux. Mais il aurait très bien pu faire la version italienne du truc. Peut-être que ça lui a pas traversé l'esprit, peut-être aussi que... Ouais. Si on imagine que chez l'interbancaire se remet à fonctionner normalement, si on imagine que le marché interbancaire se remet à fonctionner normalement, est-ce que ça pourrait contribuer à équilibrer les balances target? Non. Ça pourrait contribuer à les empêcher de continuer d'exploser. Mais sur le graphique, on voit qu'en 2014, ils sont quand même réduits. Oui, non, bien sûr. C'est pas un truc absolument sans volatilité, il y a des oscillations. Néanmoins, le trend paraît assez clair. Mais je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir des périodes de baisse, sans période de baisse. Il y en a déjà eu, il y en aura encore. Le point, c'est qu'à long terme, à suffisamment long terme, ça atteint n'importe quel niveau, quoi. Donc, et c'est pas uniquement dû à la... Enfin, je vous dis ça parce que j'ai dit que la disparition du marché interbancaire a fait disparaître le truc qui permettait de compenser. Mais maintenant, c'est trop tard. Parce que maintenant, les gens ont pris conscience Enfin, les acteurs du marché financier ont pris conscience de l'existence du marché, du risque de redénomination. Donc, une fois que le diable est sorti de la bouteille, vous ne pouvez plus lui remettre. Ils l'auront toujours en tête. C'est un petit peu ce qui se passe avec l'or. Au départ, vous avez pu faire des monnaies gagées sur l'or. Parce que le grand public, qui est bête, n'a pas compris qu'on pouvait les dégager. C'est ce qu'on appelle le débasement. Mais une fois que vous l'avez fait un certain nombre de fois pendant le XXe siècle, ça y est, ils ont compris. Et donc vous ne pourrez plus jamais faire une monnaie gagée sur l'or, dans la mesure où toute monnaie gagée sur l'or que vous feriez vaudrait toujours moins que son poids d'or théorique. Forcément. Parce que les gens savent qu'elle peut être dégagée. Donc si vous voulez, c'est un fusil à un coup. Et c'est la même chose. Une fois que vous avez vu le risque de redénomination, c'est trop tard. Il fallait ne jamais le voir. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup insisté sur le fait que Draghi avait commis 2 erreurs de communication. Une, le discours de juillet 2012, où il a reconnu l'existence du risque de redénomination, il ne fallait pas. Et l'autre, quand il a répondu à Vali et Zani. Ça non plus, il ne fallait pas. Vous avez bien vu la réaction de Baudet. Évidemment, c'était couru.
Mais avec les Italiens, en fait, il voulait leur faire peur en présentant... Je ne sais pas ce qu'il voulait faire, mais il a fait une erreur. Donc vraiment, si certains d'entre vous ont pris le lien assez court de Baudet contre Draghi, regardez-le, c'est rigolo. Vous voulez que je le remette? This is what brings me to my question. You've said in January that any country leaving the Eurozone must settle the bill first regarding Italy's possibilities of leaving the Eurozone. As we and the Netherlands now have a surplus in the Target 2 system of around 100 billion euro, does this, by your own words, mean that if the Netherlands decides to leave the Eurozone, which is one of the key points of my party's program, we would get back 100 million euro from the southern countries in the Eurozone, according to your views? Mr. Draghi. Thank you. Let me respond to you as I have responded to similar questions in the European Parliament. The euro is irrevocable, and this is the treaty. I will not speculate on hypotheses that have no ground in the present treaty. Second, the euro has been a success for the Eurozone and especially for countries like the Netherlands. Est-ce que vous pensez que l'assouplissement quantitatif de la BCE, qui je crois a pris fin cette année, enfin en 2018, oui. Est-ce que c'est une arme qui potentiellement va ressortir Bon, si vous avez saisi le truc, c'est quelque chose que les banquiers centraux n'aiment pas, puisque c'est très éloigné du profil vertueux, d'accord? Donc, pour qu'ils le fassent, il faut qu'ils y soient vraiment contraints. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas d'autre solution pour s'en sortir. Sauf la Fed. La Fed, c'est différent parce que dans les profils psychologiques, vous avez vu, il y a 3 profils psychologiques. Le vertueux, le moins vertueux, et puis la Fed, qui a le droit d'avoir les avantages des deux côtés grâce à son statut spécial. Alors, la Fed pourrait continuer à faire de l'assouplissement quantitatif, mais les autres vont être forcément très très réticents. À partir du moment où ils l'ont arrêté, je ne m'attends pas à ce qu'ils le reprennent. Oui. Oui. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est quelles sont les conséquences de cette disparition de l'euro pour la construction européenne? Elles sont probablement considérables. En effet, c'est la chose dont ils se vantaient le plus. C'était, si vous voulez, la cathédrale de leur succès. Si ça disparaît, ça va faire plus de dégâts que le Brexit. Hein. En plus, venant après le Brexit, vous imaginez la pression générale, quoi. Oui. Quelles sont les conséquences par rapport au dollar en cas de... Comment? Quelles sont les conséquences par rapport au dollar en cas de disparition de l'euro? Rien. Non, mais l'euro n'a jamais remplacé le dollar en tant que monnaie du monde. Il ne s'est même pas approché de ça. Qu'il disparaisse ou pas ne changera pas la prédominance du dollar. Je vous propose de clôturer cette conférence et de poursuivre des discussions informelles autour d'un verre qui vous attend, bien fraîchement, derrière la porte. Merci. C'est nous qui vous remercions.